Bon, voilà. Alors, je voudrais essayer de reconstituer un petit peu votre parcours, à partir un petit peu aussi par rapport à vos origines, du côté de vos grands-parents de part et d'autre, et reconstituer un petit peu l'histoire, et surtout l'histoire de vos parents qui ont disparu dans la tourmente. Et moi, en tant que Mulhousien d'origine, je suis un petit peu très euh, euh, plein d'appétit pour connaître un peu toute cette période, toute cette histoire, et surtout entendre parler de ce rabbin que j'ai pas connu malheureusement, mais dont mon père m'a parlé. Et j'ai une petite anecdote juste à vous raconter que m'a raconté ma mère il y a pas longtemps. Un jour, le rabbin Hirschler a croisé mon père à Mulhouse et voyant mon père très triste, il lui demande pourquoi cet air si triste. Et je me suis présenté à un poste de travail, un boulot, et j'ai demandé de ne pas travailler Shabbat. Et il a dit chez qui? J'étais à la maison Bernheim à Mulhouse. Il a dit laisse-moi, je m'en occupe. Et il s'en est occupé et le problème était effectivement résolu. Mon père a trouvé ce poste de travail. Alors je vous laisse la parole et nous allons essayer de reconstituer un petit peu toute la marche de l'histoire, qui n'est pas une histoire très joyeuse malheureusement, mais avec les aboutissements, il y a malgré tout des petits-enfants aujourd'hui en Israël. Ah oui, bien sûr. Eh bien, je m'appelle Myriam Hirscher, Oppenheimer, et je suis l'aînée des trois enfants de René Hirschler et de Simone Lévy. Et mes frères et sœurs s'appelaient, pour ma sœur qui est morte à 65 ans après avoir contracté un diabète à 19 ans. Et mon frère s'appelle Alain, il vit toujours, et il vient de publier les contes qu'avait publié ma mère dans la revue Kadima, qu'avait fondée mon père en devenant rabbin à Mulhouse. Moi j'étais une petite fille très heureuse, j'ai raconté ça dans une cassette qui n'est pas là, mais ma jeunesse à Mulhouse, ma toute prime jeunesse à Mulhouse a été une enfance tout à fait heureuse, et choyée par ses parents, choyée par ses grands-parents maternels qui habitaient Mulhouse. Comment s'appelait-il? Ils s'appelaient Paul Lévy et Berthe Lévy, nés Coblence. Ma grand-mère était née à Sarreguemines et mon grand-père était né à Mulhouse. Un vieux Mulhousien, sa mère, qui s'appelait Palmyre, c'était mon arrière-grand-mère, qui me faisait un peu peur, avait elle-même repris à 34 ans l'entreprise que dirigeait son mari, qui est donc mort quand elle avait 34 ans. Et c'était pas très courant au 19e siècle d'être une femme d'affaires à Mulhouse, dans ce milieu en plus. Une affaire de quoi? Une affaire de chiffon pour papier. Par exemple, les papiers Job qui servaient à faire des cigarettes, et le beau papier que l'on faisait tout autour de Grenoble se faisait en grande partie avec les chiffons que mon grand-père recevait, et mon arrière-grand-mère avant lui, de toute l'Europe. J'ai moi-même vu ces wagons de marchandises remplis de chiffons de qualité qui venaient de toute l'Europe, et qu'ensuite lui envoyait où il fallait pour produire du beau papier, et du papier fin. Et j'ai de très très bons souvenirs de mon enfance. J'ai fait une cassette qu'il faudra que je retrouve parce que je l'ai beaucoup décrite. Mais là, je peux parler du jardin Salvatore, où nous allions très souvent. Et si je rencontrais ma mamie, qui habitait
l'avenue Modenheim qui maintenant s'appelle l'avenue Roger Salingro. Je m'invitais à déjeuner chez elle pour qu'il y ait de la cervelle et que je puisse vraiment manger toujours ce que j'aimais le mieux. Et je ne sais plus si je dis que j'étais donc née le 17 février 1934 à Mulhouse, à la maison, 3 rue Scherer-Kessner. Et ma sœur, qui avait 15 mois de moins que moi, est née, je ne sais plus dans quelle clinique, dans quel hôpital, mais c'est pas à la maison. Et mon frère Alain est né ma sœur est née le 8 mai 1935 et mon frère Alain est né le 29 novembre 1938 et c'était aussi à la clinique. Je me souviens très 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 bien de tout ça, de bien d'autres détails, mais je voudrais retrouver la cassette où j'ai tout décrit, depuis leur pâtisserie où on achetait des gâteaux en forme de pommes de terre, et depuis les guêtres que portait mon grand-père et dont je me souviens très bien. Je devais avoir la hauteur voulue pour voir ça. Enfin, j'ai tout décrit et j'espère que je retrouverai cette cassette où j'ai raconté ma petite enfance à Mulhouse, qui fut une petite enfance très heureuse. Et puis, je me souviens en particulier du moment de Munich, en 1938, puisque mon père a été mobilisé, et que lorsqu'il a eu une permission, lorsque ça a été terminé, il est arrivé en soldat au Jardin Salvatore. Et puis, j'étais au courant de beaucoup de choses, puisque beaucoup d'Allemands passaient par la maison. Déjà là, avant que la guerre n'éclate, avant d'avoir 5 ans et demi. Des soldats allemands ou des Allemands de passage? Des Juifs allemands. Des Juifs allemands. Des Juifs allemands. Des Juifs allemands. Qui défilaient vraiment à la maison. Qui fuyaient déjà l'Allemagne. Qui fuyaient l'Allemagne nazie. Ouais, c'est ça. Donc ça, je m'en souviens très très bien. Et mes parents avaient comme bons amis, ils avaient beaucoup d'amis, mais je me souviens de Heit, et les chefs des scouts de Mulhouse. Ma mère avait été chef-thème de Louveteau, et Heit, mon Dieu, comment s'appelait sa femme? Je ne me rappelle plus, pourtant ils étaient toujours fourrés chez nous. Et moi j'étais très souvent réfugiée sous le bureau de mon père, et je regardais écrire, il avait toujours... il tirait toujours un peu la langue pendant qu'il écrivait ses discours, et puis aussi un ouvrage sur les Juifs en France. Il a commencé par les Juifs en Gaule et je ne sais pas s'il y a une suite. Mon frère vient de recevoir de notre cousin Germain des carnets concernant justement l'histoire, mais moi je crois qu'il n'a pas écrit plus que ce que je vous ai... Et ces livres sur les Juifs en Gaule ont été publiés ou... Non, c'était juste à la veille de la guerre, quoi. Je ne sais pas quand il a commencé à écrire. Ouais, ça, et je ne sais pas ce que contiennent. J'ai demandé à mon frère, dès qu'il les a reçus de notre cousin, qu'il les lui a envoyés, puisqu'il vient de faire paraître les contes qu'écrivait ma mère. Qui signait du nom de petite sœur, non? Grande sœur. Grande sœur, pardon. Grande sœur. C'était quand elle s'occupait des Louveteaux, justement. Et même dans Kadima, elle écrivait des contes et elle signait Grande sœur. Je pense que ça devait être son patronyme de chef-thème des Louveteaux. Son totem, son totem, plutôt. Son patronyme. Et Alain a donc reçu ces carnets d'histoire juive. Alors je ne sais pas s'il recoupe ce que moi j'ai. Ça fait 6 semaines que j'attends des photocopies qui ne viennent pas. Voilà.
et tout ceci était chez mon oncle, frère de ma mère, Francis, médecin à Argenteuil depuis que nous avons habité Paris, ce que j'explique dans les notes que j'ai prises cet après-midi. À Paris, c'est-à-dire après-guerre. C'est-à-dire après-guerre, oui, c'est ça. C'est ça. Paris, attendez, c'est 47. Oui, c'est ça. C'est fin décembre 46 ou janvier 47. Est-ce que vous vous rappelez de la période juste de l'avant-guerre, quand Mulhouse a été évacuée, quand le parcours, le cheminement qui vous a amené, vous et vos parents, vers le sud de la France, ah en oui, zone libre? ça je peux tout vous dire. Ouais. Je peux tout vous dire. Alors, donc, le 1er ou le 3 septembre, ça je suis capable de le dire, 39, nous quittons Mulhouse. J'ai 5 ans et demi à ce moment. Et Jocelyne 15 mois de moins et Alain a 8 mois. Et dans le train qui nous amène à Paris, ah oui, nous partons avec notre arrière-grand-mère, Palmyre, la grand-mère de Votre grand-mère maternelle. Mon arrière-grand-mère maternelle, et nos parents. Et à un moment donné, nos parents veulent s'isoler et ils vont au wagon-restaurant. Et bonne maman se lève dans le compartiment et heurte le hamac où était Alain. Et Alain tombe par terre. Alors, qui est-ce qu'on envoie à 5 ans et demi chercher les parents en vitesse au wagon-restaurant? Ben, c'est Myriam. Myriam, une frousse des... Comment ça s'appelle entre les wagons. Ah, du passage, ouais. C'était affreux. Mais enfin, qu'est-ce qu'on ne fait pas quand on est l'aîné, hein, déjà à 5 ans et demi. Je suis allée au wagon-restaurant et pour le retour, il y avait heureusement mes parents qui m'encadraient. Et heureusement, maman a tout de suite mis Alain au sein et ça marchait. Alain n'avait rien. Voilà comment nous avons quitté Mulhouse. Et je me rappelle aussi, en parlant de ce départ pour Mulhouse, ce départ de Mulhouse, que depuis plusieurs jours, on entendait le bruit des caisses que l'on faisait dans la maison pour le déménagement à Strasbourg, puisque papa avait été nommé en juillet 1939 grand rabbin de Strasbourg. Donc, il voulait s'installer. Le déménagement était en cours. Le déménagement était en cours et toutes ces caisses ensuite nous ont suivis dans toute la France, dans des garde-meubles divers. Et c'est après la guerre qu'on les a récupérés. Et donc je suppose s'il n'y avait pas eu cette préparation au poste de grand rabbinat de Strasbourg, beaucoup des choses auraient été perdues. Auraient été complètement perdues. Alors Francis, mon oncle, les a recueillis après la guerre. Est-ce qu'il les a retrouvés? Je ne sais pas comment c'est allé jusqu'à Argenteuil où il exerçait. Mais un beau jour, il m'a téléphoné, il m'a dit Myriam, il faut que tu me débarrasses de ces livres, parce que moi j'ai plus de place. Ah oui, il avait aménagé son garage, c'était dans son garage, enfin bref. Et nous habitions un appartement de 43 mètres carrés, au rez-de-chaussée avenue de Versailles, sur l'avenue de Versailles. J'ai perdu le sommeil là-bas, il y a vécu 14 ans. Et nous y avons été 5, on a eu nos 2 enfants là-bas, et mamie, qui ne pouvait plus monter ces étages rue Antoine Delon, l'ascenseur était mort, et donc on avait mamie aussi à la maison, dans les 43 mètres carrés. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de la communauté de Mulhouse avant votre départ? Ah oui, beaucoup de souvenirs. C'est-à-dire? Eh bien, je me souviens d'abord de nos places, à maman et à nous, au premier étage de la synagogue. Je me souviens, je ne peux pas dire que je les comprenais à l'époque, les discours de mon père, mais je me souviens de lui en chair, de son dans la chaire qui se trouve à droite quand on rentre dans la synagogue. Exactement. De lui en chair, je vous dis, je ne comprenais pas ce que... J'avais pas 5 ans, hein, j'avais 4 ans.
Vous avez des souvenirs d'une synagogue qui était remplie, Ah pleine? oui, je me souviens très bien de la première initiation religieuse que mon père a instaurée. Il n'y en a pas eu après d'ailleurs. Ça devait être ça devait être en 39 parce que, à ma connaissance, il y en a. Alors moi j'attendais, je me souviens très bien pendant l'Exode, quand nous étions à Vichy, j'attendais vraiment je vous dirai tout à l'heure quel âge j'avais, mais j'attendais vraiment d'avoir 12 ans et de faire mon initiation religieuse parce que j'avais vu ce que c'était une belle cérémonie. Et On a retrouvé, j'ai une photo, je vous montrerai tout à l'heure, d'une promotion de Bnot Mitzvah à Mulhouse. ah ben ça devait être ça. Il y en a eu qu'une. Alors je vous montrerai la crois que je photo. l'ai aussi. Je crois que je l'ai aussi. J'ai une photo, je ne vous ai pas dit, de l'installation de mon père à. J'ai plusieurs photos. L'installation de mon père à Strasbourg en juillet 39. Et c'est magnifique. Ah, Tous les je sais. drapeaux, ça je ne vous ai pas apporté, je ne peux pas Ouais. tout vous Oui, apporter. bien sûr. Mais je vous l'apporterai parce que D'accord. c'est magnifique. Il est en chair, tous les drapeaux de France autour de lui, enfin c'est splendide, quoi. Et ça, c'était quelle date à Strasbourg, l'intronisation? Je suis incapable de m'en souvenir. Mhm. C'était en juillet 39, ça je sais. Juillet 39. Juillet 39. Et je pense qu'il devait commencer en septembre, pour les fêtes. C'est ça, oui, bien sûr. Je pense. D'accord, C'est pour ça qu'on était en plein déménagement. d'accord. Et les caisses n'ont eu qu'à partir. Mais les meubles n'étaient pas encore couchés dedans, quoi. Les meubles n'étaient pas encore emballés. C'est ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Donc vous avez quitté Mulhouse en train et vous avez abouti à... Paris. À Paris, chez la sœur de mon père, qui pour moi était tante Rachel. Son mari, c'était oncle Henri. Et mon cousin Germain s'appelait Raoul. Il est toujours mon cousin Germain, à ce jour. Et on n'est pas resté très longtemps à Paris. D'abord, papa a rejoint l'armée à Paris. Et nous, maman, je ne sais plus s'il y avait une mamie avec nous, je ne sais plus. En tout cas, maman et nous, en tout cas, nous sommes allés à Bordeaux, où il y avait des cousins germains de mon père, toute une famille, dont une partie était à Pauillac. Et je ne me souviens pas être allée à Pauillac, mais il paraît que nous y sommes allés. Et maman promenait Alain tous les jours, Alain qui n'avait toujours que 8 mois, 9 mois. Et elle promenait Alain et nous, par la même occasion, et elle rencontrait Madame Sommer qui promenait, ben ça devait être Cécile, puisqu'il je me souviens, je parlerai après. Et bon, je me souviens, elle lisait Marie-Claire, je commençais à lire, je lisais. Et on était très malheureux à Bordeaux. Je me souviens d'un oncle Maurice, c'était donc un oncle de mon père, le frère de ma grand-mère paternelle, qui avait un crachoir. Il crachait. C'était pas confortable, les femmes étaient pas agréables. Alors que ceux de Pauillac ont été merveilleux avec nous par la suite. De Bordeaux, nous sommes allés à Nantes. Qu'est-ce que j'ai marqué là? Oui, c'était fin 30, c'était encore en 39, puisque là, je suis entrée en 11e, et ma sœur en enfantine, je me souviens, au lycée Carnot. C'est ma première année scolaire, j'ai une photo d'ailleurs. Et c'est de Nantes qu'en 40, nous partons en exode. Alors là, à ce moment-là, à Nantes, nous sommes très nombreux. Il y a
mamie qui est venue nous rejoindre, papy est resté à Mulhouse pour essayer de régler l'affaire. Et oh, c'est fou ce qu'il y a comme monde. Il y a maman, il y a mamie, il y a la sœur de mamie, tante Hélène, sa fille Yvonne. Il y a nous trois, les enfants, et il y a tante Rachel, oncle Henri, Raoul, et je crois que c'est tout. J'en oublie peut-être. Alors ça, c'est encore il y a ma grand-mère aussi. Ça, c'est encore la période de l'évacuation, c'est-à-dire l'évacuation de l'Alsace. Ça, c'est l'exode. Non, ça, on est déjà à l'exode. Quand on part de Nantes, quand j'ai fait ma 11e jusqu'à. Oui, mais ce n'est pas encore les lois de Vichy. Les lois de Vichy, c'était en 40. Justement, c'est encore la période de l'exode, de l'évacuation de l'Alsace, de la frontière. Quoi. Ah ben, on a passé une année scolaire quand même. C'est ça, oui. Hein, à Nantes. Jocelyne et moi, on a passé une année scolaire. Alain a eu 9 mois à Nantes. Papa est venu en permission. À Nantes, il y a une photo de Hanouka à Nantes. La photo qu'on voit à Hanouka, c'est à Nantes, oui. C'est à Nantes, donc en 1939. Et on y reste jusqu'à... ah oui, mon cousin Raoul à Nantes, c'était un adolescent, c'était un jeune adolescent, creuse une tranchée, je me souviens très bien, il fait une tranchée dans le jardin qu'il y avait dans la maison de Nantes, et je me souviens encore. Donc, parce que ça commence à chauffer quand même. Et je vous dis, lui aussi, il va au lycée, mais je sais plus où, ce qu'il fait. Et sa sœur, Lilette, qui est beaucoup plus âgée que lui, est avec nous. Je me souviens que elle et maman font pour la première fois une fondue au fromage, et que c'était très bon. J'ai des petits souvenirs comme ça, en plus des souvenirs à l'école, bien sûr, ça c'était... Qu'est-ce que j'ai encore marqué sur Nantes? Oui, j'ai marqué où j'entre en 11e et dont nous partons en exode. Et je vous ai dit tous ceux qui habitaient. Et donc ils partent dans une voiture que l'oncle Henri avait, qui était vraiment énorme. Et nous passons par Cholet. C'est la première étape de l'exode. Et je me souviens très bien, on dort à Cholet et on dort tête bêche. Il y a Jocelyne et moi qui sont aux pieds, et il y a mamie et sa sœur, tante Hélène, qui sont... C'est la seule fois que j'ai dormi tête bêche, donc ça m'a laissé un souvenir impérissable. De Cholet, le but est Villeneuve-sur-Lot, parce que oncle Henri a une sœur et un beau-frère qui sont installés à Villeneuve-sur-Lot. Alors, on se dirige vers Villeneuve-sur-Lot. On ne sait pas du tout, maman et nous, et mamie, on ne sait pas du tout où on va aboutir. Et effectivement, Villeneuve-sur-Lot, ils sont très bien accueillis par leurs sœurs et frères, ce qui est normal. Et nous, on dort dans la cabane du jardinier parce qu'il n'y a pas de place, quoi. Et de Villeneuve-sur-Lot, donc on laisse tante Rachel, oncle Henri et Raoul à Villeneuve-sur-Lot, et on part, je ne sais plus comment, dans une voiture, mais je ne sais plus. Maman ne conduisait pas, donc je ne sais plus, certainement avec quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Et à Mont-de-Marsan, on fait étape et on passe une nuit en centre d'accueil. Ça aussi, ça m'a laissé un souvenir impérissable. Je n'ai jamais eu l'occasion, ni avant ni depuis, d'être dans un centre d'accueil. Où on ne dormait pas. Il y avait un bruit fantastique. Enfin bon, vous pouvez imaginer.
Et de Mont-de-Marsan, on repart et nous allons au château de Monteux. C'est pas très loin de Mont-de-Marsan. Et on s'installe, on y reste un certain temps. C'est toujours la période de l'Exode. Hein. Et un beau jour, une voiture pleine arrive avec papa, Isaïe Schwartz, René Capel et d'autres, dont je ne me souviens plus, une voiture bondée. Alors nous repartons avec tout ce monde vers Toulouse. Et je me souviens très bien, nous faisons étape dans une ferme au pan des jambons. Et on ne mange pas de jambon, mais voilà, le grand rabbin de France. Au milieu de Au jambon. milieu des jambons. Assisté de. Je vous dis, je ne me souviens plus, à part Capel. Il y en avait d'autres. Hein, il y en avait d'autres. D'autres rabbins? Ah oui, il y avait Isaïe Schwartz, René Capel, mon père, ça en faisait déjà 3. Je ne me souviens pas des autres occupants de cette voiture, mais enfin, bon. Et nous arrivons à Toulouse. Alors, Isaïe Schwartz poursuit, enfin, on se quitte. Et à Toulouse, on habite à la Côte-Pavée, je ne me souviens pas du tout du numéro, et je rentre en 10e. Et un jour arrive Francis, mon oncle, évadé de Chalon-sur-Saône, et un autre jour arrive mon grand-père, papy, de Mulhouse, complètement ravagé, vraiment. On voit qu'il n'a pas mangé à sa faim pendant. Il y est resté, lui, de 39, et nous sommes en 40, à l'automne 40. Et fin 40, nous partons pour Vichy. 25 rue de Longchamp, ça prenait. D'où s'était-il évadé Francis de Chalon-sur-Saône. Mais évadé de quoi? Évadé d'un camp de prisonniers. Il avait été fait prisonnier. Par Par les Allemands. Par les Allemands. Donc c'était la zone allemande déjà. C'était la zone allemande. C'est ça. Bien sûr. Et s'est évadé, je ne sais pas comment. Je ne sais plus comment. D'accord. Et c'était le frère de ma mère. Ouais. Le frère de ma mère, mais il était médecin. Et il a passé sa thèse pendant la guerre, je ne sais plus très bien où. Je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps, mais j'ai oublié. Et donc, fin 40, nous allons à Vichy. Et nous habitons 25 rue de Longchamp. Et chaque jeudi, Jocelyne et moi, nous déjeunons chez Isaïe Schwartz, qui habite une rue parallèle derrière. Je m'en souviens très très bien. Et à Vichy, je vois pour la première fois Vive de Gaulle, écrit sur un mur. On est vraiment en 40-41, hein, donc c'est très tôt. Et je vois de Gaulle avec 2 ailes. Ça m'a fait réagir. Et j'ai dit à maman que j'avais vu ça, que je ne comprenais pas, parce que la Gaule, ça s'écrit avec un aile. Et elle m'a expliqué. Voilà. Et on va au lycée, bien sûr. Jocelyne et moi. Et qu'est-ce que j'ai encore marqué? Et alors papa, il commence à circuler beaucoup. Un jour, il manque de s'électrocuter en changeant un plomb à la maison. Vraiment, il a failli s'électrocuter. Ça, je me souviens. Je me souviens de tout d'ailleurs.
mais il est démobilisé, il n'est plus, mais il commence à circuler dans les camps. Et il s'aperçoit quand même relativement vite que c'est pas une bonne plaque tournante, Vichy, pour lui. Et à la fin du printemps 41, on quitte Vichy pour... oui, fin du printemps 41, je ne me trompe pas, oui, on a passé 40-41 années scolaires à Vichy, oui, c'est ça. On va à Marseille. Et la ville d'origine de vos grands-parents paternels? De mon père, c'est la ville où mon père est né. Mais mon grand-père, je ne sais pas s'il est né. Je sais qu'il a été Khazan à Toulouse avant d'être Khazan à Marseille. Mon père est né dans l'habitation de Khazan qui collait à la synagogue de Marseille. J'ai vu la maison où il est né. Donc votre grand-père était Khazan à Marseille? Ah oui, c'est ça. Mais avant il était Khazan à Toulouse. Et pourquoi est-ce que je ne me souviens pas où il est né? Je crois qu'il était né à Marseille aussi. Et là, ça ne me revient pas. Et ma grand-mère, sa femme, était née à Valenciennes. J'avais deux grand-mères qui s'appelaient Berthe. Une de Sarreguemines et une de Valenciennes. Et l'une pour moi était la bonne grand-mère. Et l'autre, elle n'était pas gentille. C'est la mère de mon père. Elle m'a juste beaucoup émue. Je me souviens quand elle était à Villeneuve-sur-Lot, on est là-dessus. C'était avant sa mort. Elle est morte en janvier 42. Et elle était devenue aveugle. Et j'avais une grande pitié pour cette femme qui ne dirigeait plus, enfin, qui n'était plus sévère comme avant. Enfin, c'est le seul moment où vraiment je l'aimais, quoi. Mais donc c'est pas encore maintenant. Alors à Marseille, nous allons habiter 2 ans et demi. En fait, dans une banlieue de Marseille, à Bonneveine, 65 boulevard des Vagues. Il y a la mer, il y a la rue des Gatons que l'on monte, raide, et on arrive boulevard des Vagues. Notre maison et le jardin qui l'entoure fait le coin du boulevard des Vagues. Et nous allons y vivre 2 ans et demi. Et 65 boulevard des Vagues, c'est ça, Bonneveine. On y monte par la rue des Gatons, où les parents ont de bons amis, qui s'appelaient les Boucher-Borin, vous les connaissez bien, et dont le fils est devenu milicien. Alors, ça a toujours été une hypothèse pour moi. C'était peut-être lui qui avait dénoncé mes parents. Il y a une autre hypothèse qui a couru dans la famille. C'était que le secrétaire de mon père, donc à l'aumônerie générale 65 boulevard des Vagues, qui aurait dénoncé mes parents. Parce que très curieusement, quand les parents ont été arrêtés, le secrétaire, d'ailleurs vous avez dû le lire dans les documents que je vous ai passés, le secrétaire qui raconte très bien l'arrestation de mes parents n'a pas été inquiété. Il s'appelait Babski. Il était juif, bien sûr. Alors, toute la famille a pensé que c'était lui qui avait dénoncé et que c'est pour ça qu'on ne l'avait pas pris. Bon. Je vous dis ça en passant. Et qui c'était ces Boucher-Borin là qui... Boucher-Borin, c'était devenu des amis des parents, je ne sais pas. Ça devait être un faux nom, je pense. Mais le fils est devenu milicien, et ça moi je me suis dit... Mais ce n'étaient pas des juifs.
A priori, je ne pense pas, mais c'était... Je sais pas comment ça vous avez lié amitié, mais c'était comme ça, il fallait bien avoir des amis aussi. Et... Ah oui, on a une bonne qui s'appelle Charlotte, et qui était très bien, tout le temps très 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 bien. Et qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah oui, dans le jardin, qui avait un petit jardin dans cette petite villa qui avait tout de suite 1, 2, 3 pièces, une toute petite pièce, plus la cuisine. Et la salle de bain était dans le jardin. Enfin, on avait un lavabo dans la chambre des enfants, de nous trois, et la salle de bain était au-delà du jardin. Quand on voulait prendre un bain, c'était pas si facile. Et dans le jardin se tenait donc les réunions des aumôniers. Il n'y avait aucune pièce suffisante. La salle à manger, c'était l'aumônerie, hein, hors le temps des repas. C'était le bureau de l'aumônerie où travaillait M. Babski et plus tard Mme Lubetsky, qui était la sœur du grand rabbin Libert. Donc il y avait mon père plus 2 secrétaires dans ce qu'était la salle à manger. Et donc quand les aumôniers et les autres rabbins plus M. Sommer se réunissaient, il n'y avait que le jardin. Et notre chambre d'enfants, où on était tous les 3, donnait sur le jardin. Et quand ces messieurs se réunissaient, ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait comme pâtisserie, je me souviens très bien. Et moi, j'avais qu'à me mettre derrière le volet, j'entendais tout. C'est pour ça que je savais tout. Et puis je savais très bien ce que c'était que les camps du sud de la France. Et ce qui arrivait quand on sortait de ces camps. Et alors, ce qui se passait, c'est que j'acceptais encore toutes les visites que faisait papa dans tous ces camps, mais je me roulais par terre, et vraiment, ça faisait des crises de nerfs, je ne sais pas. Si maman l'accompagnait, et elle l'accompagnait souvent. Alors à un moment donné, mon grand-père, papy, mon grand-père maternel, qui était donc arrivé de Mulhouse à Toulouse en très mauvais état, a été hospitalisé à Clervives. Il est mort d'un cancer de l'intestin. On est allé le voir, ça je m'en souviens très bien, je me souviens très bien de Clervives, où était réfugiée la faculté de médecine de Strasbourg. Et c'était pas loin de Périgueux, c'était par là. Et la faculté de médecine, c'était pas Clermont-Ferrand? Ben non, c'était à Clervives. À Clervives, oui. Enfin, j'ai toujours entendu dire. On sait le nom. Oui, bien sûr, oui. Et c'est pour ça qu'il était hospitalisé là, d'ailleurs. Alors, mon oncle Francis, lui, s'est installé à Limoges. Et après la mort de papy, mamie s'est partagée entre Limoges, où était son fils bien-aimé, et Marseille, où elle a pris la petite chambre, celle qu'occupait avant Charlotte, et il y avait nous. Et elle était formidable, mamie. Elle avait des... Attendez que je regarde si je passe pas des trucs quand même importants. Oui, elle et Francis donc à Limoges, avaient d'excellents amis à Oradour-sur-Glane, les Pinèdes, bien sûr des Juifs.
Et puis, ils étaient originaires de Bayonne. Il y a des choses qui reviennent. Moi, je ne les ai jamais vus. Ils nous envoyaient de temps en temps des poulets et des œufs. Ça, je me souviens très bien. Parce que quand il y avait des œufs, un était pour papa et le suivant était pour Alain. C'était comme ça, quand on touchait des œufs, ben, au moment où n'hésitez pas à faire des marchés noirs. Hein. Elle n'a jamais hésité. Et, alors, je me souviens d'une catastrophe à Marseille. Elle avait dans sa chambre, celle de papa, elle avait une grande armoire blanche. Remplie de provisions. Et un jour, elle ouvre cette armoire, des pâtes, du riz, etc. Tout ce qu'elle pouvait avoir chez l'épicier en douce. Tout était charançonné. Des charançons. Elle a pleuré, hein, dans son armoire. Ouais, j'imagine. Et donc, je ne sais plus où j'en étais, mais je mélange un peu tout. Oui, je disais que donc, Francis et mamie avaient d'excellents amis à Oradour. Et mamie elle était à Oradour un jour, il y avait le tramway entre Limoges et Oradour, c'était très, très proche. Et elle était un jour chez l'Épinède à Oradour, et elle a eu un pressentiment. Elle a regardé la rue, elle a dit mais il n'y a rien de plus simple. Elle s'est dit il n'y a rien de plus simple pour que les Allemands arrivent et envahissent le village. Elle a pris le premier tram qui passait et elle est retournée à Limoges. Et le lendemain, il y a eu Oradour-sur-Glane. Et ça c'est déjà... Ça c'est en quelle année? Oradour-sur-Glane, c'est en 42 ou en 43, puisqu'elle se partageait entre... je ne sais plus si c'est en 42 ou en 43. C'est après l'envahissement de la zone sud. C'est ça, oui. Hein? Et l'envahissement de la zone sud, c'est le 8 novembre 42, c'est-à-dire le jour anniversaire de maman. Le jour où elle a 31 ans. Ça, je m'en souviens très bien. Et... oui, c'est ça. Mamie a eu plusieurs pressentiments comme ça. Elle a été très visionnaire. Par exemple, quand mes parents ont été arrêtés, par hasard, cette nuit-là, elle a dormi chez une cousine germaine de maman, qui habitait Marseille, qui avait épousé un non-juif, donc c'était plus sûr chez elle, et elle a dormi là-bas. C'est pour ça qu'elle n'a pas été prise en même temps que les parents. Vous vous rappelez de l'arrestation de vos parents? Non, j'étais plus là, moi, je vais vous le dire. Ah, d'accord. Je vais vous dire. Sinon, on aurait été arrêté avec. Justement. Bien sûr. Alors, c'était pour vous dire le pressentiment de mamie. En 42, je crois, oui, maman a organisé l'envoi de 1000 paquets par mois. Et lorsque nous étions à Villeneuve-sur-Lot, où donc était resté entre Rachel et Henri, nous faisions la quête, Jocelyne et moi, de maison en maison, de juif en juif en fait, pour avoir des boîtes de conserve. Alors ça c'est un détail en passant. À Marseille, j'ai sauté la 9e, je suis allée en 8e dans une école pas sympathique, dont je n'ai pas gardé mon souvenir, et en 7e, dans une école toujours de bonne veine, qui s'appelait l'école du Lapin Blanc. Et là, ça a été une année merveilleuse. Parce que... Oui, allez-y. En 7e, je pense qu'elle faisait de la résistance avec les parents. La oui, maîtresse. La maîtresse de 7e, dont j'ai oublié le nom maintenant. Je savais encore il y a 5 ans ou 10 ans, mais j'ai oublié. Et
Et papa, papa venait très souvent, enfin, quand il était là, il venait très souvent nous... Le samedi matin, on allait à l'école, Jocelyne et moi. Le samedi tout court, c'était l'école toute la journée. Enfin là, c'était le samedi matin, je ne sais pas pourquoi. Et papa venait nous chercher. Et alors le bruit courait dans la classe, hein, je m'en souviens très bien. Donc j'étais en 7e, au lapin blanc. Ton papa est là, ton papa t'attend, etc. C'était vraiment un très bel homme. Et bon, même les petites filles de la classe qui étaient près de la fenêtre faisaient courir le bruit. Ça, je m'en souviens à l'instant. Moi, j'étais très fière que mon papa vienne me chercher. Le samedi matin, on allait en classe, mais on n'écrivait pas. Ça a toujours été leur principe. Oui, moi aussi. J'allais à l'école. Ouais, alors que je vois les sommaires, absolument pas. Les sommaires, les enfants n'allaient pas à l'école, je sais pas. C'est ça. Même quand ils étaient Henri IV. Non, du tout. Mais les sommaires étaient considérés, c'était vraiment des amis de mes parents, mais je me souviens qu'ils étaient considérés comme orthodoxes par mes parents, alors que mon père n'était pas orthodoxe. Il n'était pas libéral, mais il n'était pas orthodoxe. Ils étaient plus noirs que vous étiez gris, quoi. Comment? Eux étaient noirs, vous étiez gris. Oui, je ne sais pas comment on peut qualifier, mais il était tellement ouvert, mon père, que ça ne m'étonne pas du tout. C'était pas du tout. C'était pas du tout ça. Oui, j'en suis. Ah oui. Alors, lorsque papa a voulu m'inscrire en 6e au lycée de Marseille, et ça ne m'a pas dit, je l'ai appris après. Il a essayé plusieurs fois, paraît-il. Et il s'est heurté à un refus absolu de la directrice du lycée. Donc, dès octobre 1943, les parents avaient pensé à se séparer de nous. Je ne sais pas si j'ai pas parlé des vacances à Villeneuve-sur-Lot. Je crois pas. On passait, donc avant ça, je veux dire qu'on passait nos vacances, Pessah en général à Villeneuve-sur-Lot, et j'ai le souvenir du Pessah 43, où papa était très gai, très gai, et on passait aussi, nous on passait les grandes vacances, et alors pour moi c'était épouvantable, loin de maman surtout, de ne pas savoir ce qui se passait. Ça, c'était épouvantable. Elle avait beau écrire tous les 2 jours, moi je ne savais pas ce qui se passait le jour même. Et j'en étais malade. Et ma tante lisait toutes mes lettres, alors je donnais mes lettres, qui étaient des lettres au secours, viens, pas du tout raisonnables. Je donnais mes lettres à des petites amies de mon cousin Raoul, Dita, et je ne sais plus comment elle s'appelait l'autre, pour qu'elle les poste. Évidemment, tante Rachel se rendait compte de tout ça, elle faisait la morale, et ça n'a arrangé rien du tout. J'étais très malheureuse quand j'étais en vacances, j'étais à Villeneuve-sur-Lot. Et en général, les parents venaient pour les grandes fêtes. Nous passions Rosh Hashanah et Kippour à Villeneuve-sur-Lot. Il y avait des offices là-bas qui s'organisaient? Papa les faisait. Il faisait les offices là-bas. Il faisait les offices là-bas, et je me souviens du dernier Kippour où quelqu'un l'a aidé à se relever. Il avait déjà tellement maigri, il avait terriblement maigri. Et les offices avaient lieu où, à Villeneuve-sur-Lot? Dans une salle. Une salle. Dans une salle. Mais c'était plein. Et là, je commençais à, bien sûr, à comprendre tout ce qu'il disait. C'était fantastique. Et donc, au retour du dernier Kippour à Villeneuve-sur-Lot, Tu m'envoies ces fax, toi.
suis longue, hein. Ah non. Au retour du dernier Kippour à Villeneuve-sur-Lot, nous nous sommes arrêtés à Montauban. Nous étions avec mamie aussi. Et nous nous sommes arrêtés à Montauban parce que les Sommer venaient d'avoir un petit garçon et que les parents voulaient être là pour la Mila. Mais la Mila n'a pas eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de Noël. Alors nous on était à l'hôtel avec mamie, mais les parents étaient chez les Sommer pour la Mila. Donc, comme cette Mila a été retardée de je ne sais pas combien de temps, il irait. C'était la naissance d'Élie, bien sûr. Et on est reparti pour Marseille. Ça, c'était les dernières fêtes à Villeneuve-sur-Lot. Et c'est là que papa a donc essayé de m'inscrire en sixième, mais qui n'y est pas arrivé. Et ils ont commencé à penser à se séparer de nous. J'allais pas à l'école. C'était pas non plus une solution. Et ils ont fini par opter pour Combloux parce que c'était entre Megève et Saint-Gervais. C'était un tout petit patin à l'époque, c'était pas du tout devenu la station que c'est maintenant. J'y suis retournée depuis parce que à un moment donné j'ai fait une dépression, et il y avait là-bas une maison, il y a maintenant une maison d'étudiants, j'étais étudiante à cette époque-là, j'ai rien reconnu, parce que il y avait 4 maisons à Combloux quand on était pendant la guerre. Et Alain a eu 5 ans en chemin à Grenoble, où les parents se sont arrêtés, ont vu Capelle, etc. Il y avait des choses à régler. Et le 29 novembre, donc 43, ouais, Alain a eu 5 ans à Grenoble, et nous sommes arrivés à Combloux le 1er décembre. Et ou le 30 novembre, je ne sais plus, mais en tout cas, ça date du 1er décembre. C'est la dernière fois qu'on a vu les parents, quand ils sont repartis pour Marseille. Et vous vous rappelez de ce jour-là? Comme si c'était hier. Et vous ont dit quelque chose que... Ils nous ont dit au revoir. Ils savaient qu'ils allaient être arrêtés, ils le savaient, c'est pour ça qu'ils nous ont planqués. Et comme les fils Alzer étaient déjà là depuis un certain temps, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette maison-là. Et le 24 décembre, le grand bain Salzin est arrivé avec sa femme, Fanny, et ils m'ont dit, à moi, parce que je suis dans la lune toujours, et c'était son tempérament déjà artiste, elle dessinait sur les vitres, Jocelyne c'était quelqu'un à part, et puis elle a cru ce qu'on lui a dit. Alors que je ne suis jamais cru. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit... ils sont arrivés le 25 décembre, je pense. Non, le 24, enfin peu importe. Ils sont arrivés à Combloux et ils nous ont dit que cela devenait trop dangereux pour les parents et qu'ils étaient passés en Suisse. Et je lui ai répondu mais immédiatement, du tac au tac. Vous cachez la vérité, jamais les parents ne seraient allés se réfugier en Suisse en nous laissant, nous les enfants, en France. 40 ans après, il m'a dit, tu te rappelles ce que tu m'as dit, Myriam, quand je t'ai dit que tes parents étaient passés en Suisse? J'ai dit mot à mot, je me rappelle. J'avais pas dit ça, hein. Voilà, alors, c'était incroyable pour moi. J'ai donc jamais cru, mais j'étais l'aînée, et pour Jocelyne et Alain, même quand nous avons commencé à recevoir des lettres tapées par Francis, le frère de ma mère, avec des signatures qu'il essayait d'imiter, j'ai jamais cru.
Enfin, Ah, des lettres qui étaient des lettres, comme si tapaient à c'était la machine, comme si c'était des lettres de vos de parents. papa et maman. Exactement. Mhm. Des fausses lettres. Tapées à la machine, jamais, jamais maman n'aurait tapé à la machine, papa à la rigueur, mais jamais maman. Et signé, je scrutais les signatures, j'aurais tant voulu y croire, mais je savais que c'était pas vrai, il ne pouvait pas partir et nous laisser, c'était invraisemblable. Et vous en avez encore de ces lettres? Mais je les ai toutes, Vous les bien avez sûr, encore, ouais. bien sûr. Ça arrivait tous les 6 mois, hein. Ah oui, bien sûr. Il ne pouvait pas jouer à ce petit jeu tous les 15 jours. Ça arrivait tous les 3 mois peut-être. Il avait le mérite de les fabriquer, il était quand même très jeune, Francis. Ma mère avait donc 32 ans quand elle a été arrêtée, et 32 ans quand elle est... Ils ont passé près d'un mois à Drancy, oui, bien sûr, ils ont été arrêtés le 22 ou le 23 décembre à Marseille. Ils préparaient le déménagement de l'aumônerie à Lyon. Et j'avoue ne pas comprendre parce que Lyon était encore plus dangereux que Marseille. Mais c'était, je ne sais pas, tout était centralisé à Lyon, je ne sais pas. Et enfin, il paraît qu'ils préparaient le déménagement de l'aumônerie à Lyon. Et bon, ils ont donc été arrêtés. Maman a été, je ne sais pas où dans quelle prison était papa, mais maman a été au Baumette. Et ils y sont restés quand même un certain temps, puisque ensuite ils ont été transférés à Drancy, bien sûr. Et le 3 février, le convoi 67 les a conduits tout droit au Auschwitz, Birkenau pour maman. Et maman est morte le 27 avril 1944. Elle avait donc 32 ans. Et papa a survécu. Il paraît qu'elle lui a fait passer un livre de prière. Après la guerre, tout le monde nous demandait si on n'avait pas le livre de prière que ma mère avait fait passer à mon père. Du Birkenau à Auschwitz. On n'a jamais rien eu, bien sûr. Et papa a fait la marche de la mort d'Auschwitz à Mauthausen. Et en 1945, puisque Auschwitz a été évacué en janvier 1945, et il a été tué, massacré par un capot à Ebensee, qui était un sous-camp de Mauthausen. Et on a appris cette vérité seulement en 1989, par un témoin direct. La lettre de ce La monsieur lettre de ce Rosenblum. monsieur Rosenblum, qui est mort maintenant. Vraiment un hasard, puisque on a cru longtemps que c'était pendant la marche qu'il avait été tué par un capot, enfin d'une balle dans la tête, ou bien qu'il était mort d'une double pneumonie à Mauthausen. Ce sont des bruits qui couraient. Il y a un témoignage qui me manque, c'est celui du professeur Klein, qui a été tout le temps avec lui. Je ne sais pas s'il était à Mauthausen avec lui, mais en tout cas, Auschwitz, il se promenait avec d'autres aussi, dans ce qu'ils avaient surnommé l'allée de la liberté. Et le professeur Klein, qui était professeur à Strasbourg, dont la mère était une très bonne amie de ma grand-mère, quand nous sommes allés à Strasbourg, pour une raison ou une autre, il n'a pas voulu nous recevoir. C'était trop dur pour lui. Attends, il est mort. Il n'a pas voulu me voir. Il avait trop peur que je ressemble à mon père, quoi. Que Jocelyne ressemble à notre père. Il y a un livre de témoignages de professeurs de l'université de Strasbourg, de gens qui avaient été déportés. Ah oui? Ouais. Comme le professeur Weitz, sans doute le professeur Klein aussi. Je vois, il est chez mes beaux-parents.
Ah, c'est formidable ça. Je vais voir si, je vais essayer de voir On si. n'a jamais pu le voir. Hein. Je ne sais pas si. Je sais pas si un texte du professeur Klein, lui a survécu, bien évidemment. Il a survécu. Je vais voir si je trouve et s'il y a une référence à votre. Ah oui, ce serait bien ça. Parce qu'il n'a. Je vous dis que nous sommes allés à Strasbourg pour. Je ne sais plus si c'était par l'inauguration de la synagogue. On est allé 2 ou 3 fois à Strasbourg. Je suis allée chez lui et il n'y a rien eu à faire. Et Marc Klein. Je me souviens de son prénom. Marc Klein. Professeur Marc Klein. Et sa mère s'appelait Alice Klein. Et quand est-ce qu'on vous a dit alors de façon. Ah, attendez. On n'y est pas. Oh, on n'y est pas. Je vous suis. On n'y est pas. Alors, on est donc à Combloux. Et donc le 24 décembre 1943, monsieur et madame Salzer sont arrivés à Combloux et nous ont dit que cela devait être trop dangereux pour les parents. C'est ça que je vous ai dit. Et bon, ça je vous ai dit. Alors le 25 décembre, j'en suis toujours au 25 décembre 1943, c'est-à-dire le lendemain, les Salzer nous ont emmenés, ainsi que leur fille. Ils avaient très très peur que mes parents aient une photo de nous dans, ça ils me l'ont dit après, dans leur poche. Et que donc... ils fassent des recours. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés. Vous étiez resté pendant toute la guerre sous votre vrai nom? Absolument. Ensuite, quand nous étions à la Bourboule, c'est après, j'ai su qu'on avait des fausses cartes d'identité. On s'appelait Hilaire au lieu de s'appeler Hirschler. Hilaire, H-I-L-A-I-R-E, mais je n'ai jamais vu ces cartes d'identité. Alors, les Salzer nous ont emmenés ainsi que leur fille à pied. Vous vous imaginez, c'était plein de neige. Dans une maison de Lausée qui se trouvait à Saint-Gervais. Alors, les bagages étaient sur une luge qu'on tirait. Et Alain aussi était souvent sur une luge, il avait 5 ans. Ça a été un transit quand même assez difficile. Mais ils l'ont fait. Et il n'y avait pas d'autres adultes que eux deux. Alors je ne me souviens pas très bien de ce séjour à Saint-Gervais. Où nous sommes restés environ 1 mois quand même. Et je me souviens juste d'une monitrice qui nous a appris à chanter à vous dirai-je maman, c'est Mozart, qu'elle dit mon tourment ou un truc comme ça. Alors ça je me souviens, et je crois que j'étais tellement sous le choc de ce que moi je savais être la vérité que je n'ai aucun autre souvenir de Saint-Gervais. Je me souviens qu'il y avait le bon Mont d'Arbois, pas loin, ça je me souviens encore, mais alors la maison d'enfants, aucun souvenir. À part cette monitrice charmante, j'ai une photo d'ailleurs de Saint-Gervais avec cette monitrice. Alors fin janvier 1944, Francis est venu nous chercher à Saint-Gervais. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, que c'était grâce à un certain monsieur Cotte, qui sillonnait la vallée qui va de Chamonix à Saint-Gervais, justement, de Mégève à Saint-Gervais, je ne sais plus, il y avait un certain monsieur Cotte qui sillonnait cette vallée à la recherche d'enfants à sauver et qui savait où les envoyer. Et donc, ils ont dû communiquer avec Francis, qui est donc venu nous chercher pour nous emmener à la Bourboule, où étaient d'ailleurs les enfants Cotte. Et je me souviens très bien que pour faire ce voyage, qui était long quand même, de Saint-Gervais à la Bourboule, avec les trains de l'époque, on a passé la nuit à Lyon, dans un wagon-lit à quai. C'est un souvenir formidable, avec Francis en plus, donc c'était... On retrouvait la famille, c'était... Puis Francis, moi je l'adorais, c'était... Enfin, c'est le frère de ma mère, c'est pas compliqué.
Et à la Bourboule, c'était la Villa Gracieuse que dirigeaient Monsieur et Madame Mazot, qui sont devenus des justes, après leur mort, malheureusement. Et j'ai donc continué oui, j'ai expliqué ailleurs qu'après avoir fait la 7e à l'école de Lapin Blanc, je n'ai donc pas été à l'école à la rentrée, puisqu'on ne pouvait pas m'inscrire en 6e. Et j'ai dû redoubler la 7e, alors j'en ai fait un petit bout à Combloux. J'ai dû redoubler alors que j'avais aucune raison de redoubler. J'ai donc redoublé la 7e à la Bourboule chez Mademoiselle Brugière, et Jocelyne, nous avons eu des cours de piano d'un certain monsieur Mandel, qui était juif et qui était bossu, et qui se cachait aussi à la Bourboule. Et on a aussi eu des cours de rythmique. Bref, la famille a voulu que nous continuions notre vie de petite fille bien élevée. Et de temps en temps, Francis venait nous voir et nous apportait du fromage. J'ai oublié le nom du fromage, c'était toujours le même. Tout à l'heure, quand j'ai écrit ça, ça ne revenait pas. Ça reviendra. Et des pommes. Et ça a amélioré l'ordinaire. Il y a une période comment dirais-je, lorsque la Bourboule s'est libérée, lorsque l'Auvergne s'est libérée, il n'y avait plus de pain, on mangeait des pommes de terre cuites au four, enfin, je ne sais plus comment. Mais ça, je m'en souviens très bien. Et pour s'occuper de nous, il y avait surtout Mazel, qui était la sœur de M. Mazot, que je détestais, que nous détestions tous. Et en fait, elle s'occupait très bien, elle adorait Alain, alors c'était très bien pour le plus petit. Et on était une quinzaine d'enfants, pas plus, hein, mais tous juifs. Et tous cachés. On était des enfants cachés. Et alors, Madame Mazot, c'était les hautes œuvres. Monsieur Mazot, je ne sais pas trop de quoi il s'occupait. Et Mazel, par contre, s'occupait de nous au quotidien. Et Jocelyne avait fait un croquis. Jocelyne, qui avait quoi, qui avait 8 ans, avait fait un croquis de Mazel, magnifique, que j'ai toujours. Et elle dessinait déjà très très bien. Et elle nous accompagnait aux bains municipaux, ou je ne sais pas si c'était des bains des thermes, je ne sais pas, je ne sais plus, chaque jeudi. On partait en colonne de par deux, jusqu'au bain qui était de l'autre côté de la Bourboule. Et l'été, on se promenait beaucoup. Et à l'approche, je sais plus si Mamie a pu accompagner Francis cet été-là. Cet été, c'était donc l'été. Non, c'est pas cet été qu'elle est venue, c'était en 45, je sais plus. Elle a pu. Bon, elle est restée quelques jours et pour nous, c'était un bonheur de retrouver notre mamie qu'on n'avait pas vue depuis des mois et des mois. Et elle a pu, enfin, Francis et elle ont passé quelques jours. Et personne ne faisait allusion à l'arrestation de vos parents? Ah non, jamais. C'est comme si de rien n'était. C'était en Suisse, soi-disant. Non, jamais. Puisqu'on recevait des lettres fausses de Suisse. Elles venaient de Suisse en plus? Mais non, elles étaient... Elles étaient ouvertes, quoi. Elles étaient comme si elles venaient de Suisse. C'était Francis qui les faisait. Et à l'approche des fêtes de fin d'année chrétienne, il y a eu une soirée de danse rythmique, etc. au Mont d'Or. Le Mont d'Or, c'était pas très loin de la Bourboule, mais on y allait à pied, avec Mazel toujours. Qu'est-ce qu'elle marchait, cette brave Mazel. Et à la fin du spectacle,
C'était encore la guerre, je pense. Il y a eu 3 petites filles, chacune enveloppée d'une des couleurs du drapeau français. Jocelyne était en rouge, la petite Claire, dont les parents avaient été déportés, ça je l'ai appris par la bande, était en blanc et moi j'étais en bleu. Alors si tous ces indices ne m'avaient pas prouvé que vraiment nos parents étaient déportés, vous comprenez, il aurait fallu que je sois bien idiote. Si tous ces indices, en nous racontant toujours qu'ils étaient en Suisse. Hein. Bon. Alors, ah oui, évidemment, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Évidemment, en octobre, l'Auvergne libérée, j'étais enfin entrée en 6e chez Madame Garragone, avec latin et allemand. C'était toujours la bourboule. Hein. Et j'étais allée à Clermont-Ferrand quand même, à ce moment-là, 2 ou 3 jours pour passer comment ça s'appelait, le DEPP. C'est ça, j'ai retrouvé le nom. C'était le diplôme qu'il fallait pour rentrer en 6e. Eh oui, il fallait passer ça. C'était le premier diplôme. Mais c'était pour tout le monde. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'était pour tout le monde. Comme plus tard le certificat d'études primaires qui avait... Ah ben, ça existe toujours. Oui. Moi, je continuais. Je ne vais pas m'arrêter. Alors, comment ça marche, ça? Non, ça c'est faux, je l'ai barré. Alors, il me semble que quand on est sorti en février, donc 1 an plus tard, on est arrivé début de février 1944 et on est reparti de la Bourboule début février 1945. Et on est allé à Clermont-Ferrand pendant un certain temps chez Mamie et Francis. Mais c'était trop petit, on ne pouvait pas y rester. Puis il fallait quand même... Moi j'étais déjà en 6e, il fallait quand même continuer. Donc après je ne me souviens plus exactement, 1 ou 2 mois d'interruption, on est allé à Villeneuve-sur-Lot, chez la tante Rachel et donc Henri. Donc Henri est d'ailleurs mort pendant cette période, il était sourd et un soir il est revenu en vélo et il s'est fait renverser par une voiture. Il paraît que tante Rachel a toujours dit que c'était de ma faute, mais je ne sais plus pourquoi. Enfin, c'était de ma faute. Moi j'étais oui. Hein. La raison reviendra. Et donc nous sommes allés à Villeneuve-sur-Lot, et en mars ou en avril, je ne me rappelle pas, 45 donc, et chez tante Rachel. Et tante Rachel, vous allez voir le genre de femme que c'était. Et c'était la sœur de mon père qui avait 12 ans de plus que lui et qui l'adorait. Et elle détestait ma mère. Hein. Ça, je le savais depuis longtemps. Moi, je me suis rendu compte toute seule. Alors, dans une promenade, un jour, tante Rachel et moi, dans mes vignes, je me souviens très bien, elle m'a demandé, carrément, et j'étais toujours censée ne rien savoir. Elle m'a demandé d'un ton impatient et méchant, si ton père revenait et que ta mère ne revenait pas, j'espère que tu ne ferais pas d'histoire s'il se remariait. Voilà ce qu'elle a osé me dire. J'étais toujours censée ne rien savoir, mais je savais depuis longtemps que ma tante détestait ma mère, qui lui avait enlevé son frère bien-aimé. Je n'ai rien répondu tellement j'étais suffoquée à tout point de vue. Là, c'était l'époque où on nous a dit qu'ils n'étaient pas encore revenus de Suisse parce qu'ils allaient au devant des déportés. Ça devenait de plus en plus louche. Hein. Ils allaient au devant des déportés pour les accueillir, les aider, etc. etc. Voilà. On était en 45. Pensez.
Alors, pour Pessah, c'est-à-dire avant cette promenade avec ma tante, ah oui, les matzot pendant toute la guerre ont été distribués ou vendus chez ma tante. Je ne sais pas pourquoi, sans doute à cause de mon père qui lui avait demandé ça. Et un monsieur était venu pour acheter ou prendre des matzot. Il m'avait dit: ah oui, vos parents ont été déportés. Et moi, tout en ayant le cœur brisé, crevé, je lui avais répondu: non, non, ils sont allés au-devant des déportés. Savoir et pourtant vouloir croire le dernier mensonge en date. C'était exactement ça. Je savais, mais je ne demandais qu'à croire, tout en sachant. Alors c'est un jour, donc l'oncle Henri étant mort pendant cette période, c'est un jour de mai ou de juin, je ne me rappelle pas, que la famille s'est réunie. Il y avait tante Rachel, il y avait mon cousin Raoul, il y avait Francis, mon oncle, il y avait mamie, il y avait nous trois. Et Francis a pris la parole. Il avait 32 ans. C'était plus jeune, sauf Raoul, bien sûr. Pour nous expliquer que les parents avaient été déportés et qu'ils étaient morts. Pour le moment, on le savait, nous pas, mais là, ça explique la question de ma tante. On le savait déjà depuis un certain temps. Et depuis quelques mois. Mais pour papa, on le savait depuis très peu de temps. Et comment qu'on le savait déjà à cette époque-là, qu'elle était décédée? En mai ou en juin 1945, on savait. Oui, mais Francis, en plus, travaillait à Clermont-Ferrand. À cette époque, il travaillait à Roya, plutôt. Il y a Clermont-Ferrand, Chamalières et Roya, tout en haut. Et il travaillait à Roya à l'accueil des déportés. D'accord. Donc il y avait déjà des bruits qui venaient. Ah oui, non, là, c'était plus des bruits, c'était des... Oui, enfin, des témoignages, quoi. Il y avait des témoignages, exactement. Voilà. Donc pour papa, on le savait depuis très peu de temps, puisqu'au fond, il est mort très tard. Oui, pratiquement la libération. Ouais. Pratiquement la libération du camp. Le 3 mars 1945, et nous, on nous a appris ça, je vous dis, en mai ou en juin, enfin, dans ces eaux-là. Voilà. Donc, fin du mensonge. Alors, il a été décidé que Francis serait notre tuteur, et Georges, qui était le gendre de tante Rachel, le mari de sa fille Lillette, notre co-tuteur. Il ne s'est jamais occupé de nous, sauf pour me conseiller, mais bien plus tard, de faire médecine. Moi, j'ai désiré faire médecine depuis l'âge de 7 ans. Et quand j'ai eu l'âge d'être étudiante, enfin quand j'ai terminé ma philo en 1952, j'étais pas majeure, j'avais 18 ans. Et la majorité n'était pas à 18 ans comme maintenant. Médecine, ouais. Et Francis s'est opposé absolument à ce que je fasse médecine, ou même tout autre genre d'études. Il voulait que je devienne secrétaire de direction et que je gagne le plus vite possible de l'argent. Ce qui se justifiait dans un sens. Mais c'était briser une vocation très vieille. Et il a fini par accepter que je fasse l'école de secrétaire de direction, mais que je fasse quand même du droit, qui à l'époque, la licence durait 3 ans. Mais il n'a jamais accepté que je fasse médecine. Alors, oncle Orbert, à l'époque, que nous connaissions déjà, bien sûr, me disait: fais-le, inscris-toi, ne lui dis pas, etc. Mais je disais: mais c'est mon tuteur, qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est mon oncle le tuteur, qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais pas le choix. Ensuite, quand la majorité est venue à 18 ans, eh ben vraiment, je me suis dit, ça aurait pu venir plus tôt. Enfin, c'est une autre histoire. Alors, et par contre, Georges, en 1958, Michou et moi, on a fait une espèce de tour de France.
Et on s'était mariés fin décembre 55 et on n'avait pas encore d'enfant. Joël a sûrement été conçu pendant ce Tour de France, la rentrée de ce Tour de France, puisqu'il est né en juin 59. Mais on était passé par la côte où vivaient Georges et Lillette. Georges qui était médecin lui aussi. Et qui m'a dit fais médecine, n'écoute pas Francis, fais médecine. Il n'a même pas écrit à Francis, il était notre co-tuteur, il n'a jamais rien fait pour nous. Et il n'a même pas pris la peine à ce moment-là d'écrire à Francis pour lui dire laisse cet enfant, je suis le co-tuteur, laisse cet enfant faire médecine. Rien. Ah mais c'est la vie ça. Alors, j'en reviens à 45, avec cette parenthèse sur Georges, notre co-tuteur. Et nous sommes partis de Villeneuve-sur-Lot vivre à Chamalières avec mamie et Francis. Ce fut une année merveilleuse. Vraiment, après tout ce qu'on avait passé, c'était une année merveilleuse. Mamie, c'était toujours notre amie. Et Francis était parfait. Il a fait une dépression nerveuse pendant cette année-là. Jocelyne et moi, on allait au lycée de Clermont-Ferrand. J'ai eu la scarlatine pendant que Francis était en Alsace, alors 6 semaines confinées. Oui. Et mamie qui me donnait des œufs à manger, alors c'était strictement interdit. Quand Francis est revenu, il a dit qu'est-ce que tu as fait dans le monde. Et oui, Francis était en Alsace pour voir ce qui pouvait être récupéré dans les 2 appartements. Les 2 appartements mulhousiens, celui de ses parents. Et donc Roger Salingro, je ne trouvais plus le nom de l'avenue Modenheim maintenant, mais c'est Roger Salingro. Et nous, rue Scheurer-Rissner. Et à la fin de l'année scolaire, nous avons été invités, Jocelyne et moi, à passer nos vacances chez mon prof de maths, qui s'appelait Madame Cossard, du lycée de Clermont-Ferrand, c'était drôlement gentil, au lac Chambon. Et mamie, et évidemment, Alain, j'en parle jamais, mais il est dans le coup, il reste avec mamie, il est petit. Et Francis et mamie, ils sont allés, eux, dans un petit hôtel à côté, et ça a été des vraies vacances, je me souviens encore d'une barque, on était avec Francis, qui adorait pêcher, qui pouvait pêcher au minet, enfin, ça a été des vraies vacances. La famille Cossard était adorable avec nous, les enfants Cossard aussi, ça a été de très belles vacances. Mais bon, ça a eu une fin. Malheureusement, à la rentrée, mamie devait elle aussi aller à Mulhouse. Puis à Paris avec Francis pour essayer de trouver un appartement. Et bien un cabinet où Francis pouvait exercer. La guerre était finie quand même. Je me souviens que d'ailleurs la guerre s'est finie pendant que nous étions à Villeneuve-sur-Lot, le printemps précédent, et on n'était pas tellement gays, Jocelyne et moi, ça je me souviens très bien. On était contents que ce soit terminé, mais les parents n'étaient pas là. Hein. Évidemment. Alors, nous nous sommes retrouvés pendant qu'ils étaient en Alsace. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire de nous? Pas la tante Rachel qui nous aurait pris. Hein. Nous nous sommes retrouvés à la Bourboule, Villa Gracieuse, où nous étions les seuls pensionnaires. J'ai bien sûr eu le droit d'écouter la radio, la bataille des Ardennes, j'ai suivi tout ça. Enfin, j'étais en classe chez Madame Gargonne, en 4e, avec grec et anglais en plus. Et fin décembre 46, on est déjà en 46, ou janvier 47, je ne sais pas, nous sommes enfin partis sous ma responsabilité, les 3 sous ma responsabilité. J'avais
fin 46, début 47, j'ai quoi? J'ai 13 ans. Oh, c'est ça, j'avais 13 ans. Même pas 13 ans. Nous sommes enfin partis sous ma responsabilité, c'est ça, je n'avais pas 13 ans, et il y avait des changements, ça je me souviens toujours. Pour Paris, où nous attendait mamie à 5h30 du matin, mamie est toujours fidèle. Alors après avoir on a passé les vacances de Noël, ça c'était de ça, à l'hôtel, avec mamie, elle habitait l'hôtel, elle n'avait toujours pas trouvé l'appartement. Et comme il n'avait toujours pas trouvé l'appartement, nous nous sommes retrouvés, Jocelyne et moi, pensionnaires au lycée Victor Duruy. Alors c'était peut-être le meilleur lycée de Paris, mais c'était effrayant. D'abord il faisait froid, les dortoirs, tout était gelé, c'était pas encore chauffé à cette époque-là. Et ma seule consolation dans le dortoir, c'était que j'étais couchée pas loin de l'Aiglon, puisque les Allemands avaient rendu, pendant la guerre à la France, le corps de l'Aiglon, qui reposait sous le dôme des Invalides avec son père. Et j'étais passionnée de Napoléon et de l'Aiglon, et ma seule consolation, vraiment, c'était ça. Alors, au bout de 3 mois, mamie a eu, c'est-à-dire qu'elle attendait qu'un vieil homme, la haine, meure, l'oncle Alfred, il était mourant. Bon, ça a duré quand même 3 mois. Et quand il est mort, elle a eu l'appartement. Et c'était un appartement qui n'avait pas été refait depuis sa construction en 1914, alors des papiers peints et on n'avait pas un sou, donc il n'était pas question de refaire quoi que ce soit. Mais enfin, c'était un bel appartement, rue Antoine Dolon, ça donnait sur un square, c'était bien. Et puis, on s'est retrouvés avec mamie, au 5e étage, mais à l'époque, il y avait l'ascenseur hydraulique, donc pour mamie, ça allait. Et ça donnait sur un square, sur le square Antoine Dolon, et c'était très joli. De nos fenêtres, on surplombait des arbres, enfin, quand ils étaient en feuilles, Jocelyne et moi. Et on a été très heureux. Alors, on a continué notre année scolaire à Victor Duruy. Jocelyne et moi, on prenait le... Ah oui, pendant que nous étions à Victor Duruy, je dois dire qu'Alain était chez Tante Rachel. Au magasin de Tante Rachel, elle n'avait pas encore récupéré un appartement ou eu un appartement, et il allait à l'école, comment on dit, l'école du coin, l'école... Quartier. Oui, et comment on appelle cette école? C'est pas l'école, c'est pas la maternelle, c'est plus où? Primaire. L'école primaire, merci, je le trouve. Du coin, il n'était pas abandonné. Mais alors là, mamie nous a repris. Mamie avait toujours dit, parce que il y avait des cousins à Paris qui voulaient bien prendre l'une ou l'autre, ou le troisième, etc., etc. Et mamie avait toujours dit, les 3 enfants vivront ensemble. Et qu'elle nous élèverait. Elle et Francis. Mais Francis, il s'était trouvé un cabinet à Argenteuil. C'était pas la porte à côté. N'empêche qu'il fallait que à l'âge de 13 ans, j'ai commencé, il fallait tous les mois que j'aille chercher l'argent, moi, parce que mamie, quand même, c'était un très très long chemin. Elle avait déjà assez à faire avec le marché et la maison. Et alors c'était moi, qui m'y collait, toujours l'aîné, bien sûr, qui allait donc... On peut continuer. Alors j'attendais, une fois toute la consultation, j'attendais tout l'après-midi, puis il m'engueulait en me donnant cet argent, comme si... C'est de l'argent qu'il recevait. L'argent pour nous, c'est de l'argent qu'il recevait. C'était des pensions, mamie, c'était beaucoup d'années pour qu'on ait... On avait un truc depuis des nations, on touchait quelque chose de consistoire, c'était très peu. Mon père avait très peu de carrière. La retraite de mon père, c'était très peu. Ouais, il était tout jeune. Mais bien sûr qu'il était tout jeune. Et puis il donnait de l'argent pour sa mère quand même, c'était normal.
famille avait tout perdu. Il n'y avait rien récupéré. Et c'était moi qui devais chercher ça. J'avais une scène à chaque fois, c'était épouvantable. Alors que je l'adorais, je l'ai toujours adoré. Bon, c'est une parenthèse pas gay, mais n'empêche que j'ai fait ça jusqu'à mon mariage. Je me suis mariée à 22 ans, presque 22 ans. Alors, j'ai un sale souvenir de ça. C'est lui qui m'a conduite quand même à l'hôtel, à Chasse-Louba. On a attendu 3 ans et demi pour se marier. Ce fut long. Parce que l'oncle Robert et l'oncle Francis, ils étaient en opposition complète. Alors c'était pas facile du tout pour nous. Puis, 3 ans et demi, c'est très long. Mais enfin, je ne suis pas là pour raconter ça. Alors, où j'en étais? Oui, à côté de l'Aiglon, c'est ça. Alors, mamie a trouvé un appartement, c'est ça. Mais Jocelyne, oui, on a continué à aller à Victor-Duruy. Et Jocelyne a eu un terrible accident en courant des clous pour arriver à l'heure au lycée. Moi, j'ai été prévenue, j'étais en classe de dessin, que j'adorais, autant elle aimait, autant voilà. Je détestais ça, je ne savais pas dessiner, je n'ai jamais su dessiner. Et elle a été transportée à Necker et elle a failli perdre un bras. Ils ont fait une merveille d'opération. Ils lui ont sauvé un bras, mais elle est restée des mois à Necker. Et j'étais donc en quatrième, moi, Victor Duruy. Voilà. Oui. Donc, c'est ça. Elle a été très bien soignée à Necker et à la rentrée suivante, moi, je devais aller au lycée de Vincennes. C'était la circonscription, enfin, il n'y avait pas encore de circonscription. J'y suis restée une matinée. C'était une caserne. Pour moi qui n'avait été que dans des petits lycées ou des petits cours particuliers en quelque sorte. C'était une caserne, je n'ai pas pu, c'était impossible pour moi. Alors Jocelyne, elle, à cause de son accident, parce qu'elle devait avoir encore de la rééducation et tout, elle était inscrite cette année dans un cours privé qu'on connaissait par des cousines, près de la Concorde. Et moi, j'ai fait des pieds et des mains pour aller aussi dans ce cours privé, où j'ai dû redoubler ma quatrième. Ça avait été tellement haché l'année précédente, Clermont-Ferrand, la Bourboule. Oui, bien sûr. Oui, enfin bref, ça avait été haché en 3, et Villeneuve-sur-Lot, ça cherchait pour finir. Donc, j'ai redoublé la quatrième. Et je l'ai donc redoublé dans ce cours privé, dans de bonnes conditions. J'ai abandonné le grec, d'ailleurs. Et ouais. Oui, alors le soir de rentrions chez mamie, c'était dans un appartement qui n'avait pas été refait depuis sa construction 14, c'est ce que je vous ai dit. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai déjà expliqué. Et, ah oui, alors je dois dire que mamie, la vie était belle avec mamie parce que même si moi je devais m'occuper des questions d'argent, je lui donnais c'était terrible. Vous vous rendez compte, à partir de l'âge de 13 ans, c'est moi qui était obligée de faire le budget avec mamie, l'argent. Elle avait été habituée à avoir beaucoup d'argent et ça partait le plus en cadeau pour nous, bien sûr. Elle n'achetait rien pour elle. Mais même, enfin, la vie était quand même belle avec mamie, et même sans le sou, elle n'a jamais su comment nous faire plaisir, et a trop gâté Alain, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Qui dit ami, on sait. Puis il était quand même, il allait à l'école primaire à côté, nous on allait au lycée. Ensuite, à la rentrée, donc, je suis entrée au lycée Victor Hugo. On ne pouvait plus se permettre des cours privés, c'était impossible. Et rue de Sévigné, j'y suis restée, enfin stable, ça a été merveilleux.
Donc je suis entrée en troisième et je vous assure que ma rentrée de seconde, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que pour la première fois, j'allais retourner dans un lycée où j'avais déjà été l'année d'avant, mais c'était un miracle. Évidemment, ouais. C'était un miracle. Et bon, je suis restée jusqu'à la philo comprise. Mais la rentrée de seconde, je me revois sur ce trottoir de la rue de Sévigné, mais c'était miraculeux pour moi. Parce que, à moins d'oublier en écrivant tout ça, j'ai changé 14 fois d'établissement. En arrivant à être toujours première, ça j'ajoute très immodestement. J'ai changé 14 fois d'établissement entre la 11e et la seconde, disons. Eh oui. Alors maintenant, vous me posez toutes les questions que vous voulez, parce que moi, je vais raconter tout ce que j'ai écrit cet après-midi. Ah oui, je ne vous ai pas dit... Est-ce que je vous ai dit que... Oui, je vous ai dit que maman avait organisé cette histoire de paquet. Oui, mais vous... C'est ça, que nous allions faire la quête à Villeneuve-sur-Lot. Et alors, ils étaient distribués dans les camps, dans les camps sud, bien sûr. Ils étaient et elle faisait la visite dans les camps, alors? Et bien sûr, quand je vous dis que quand elle y allait avec papa, moi je me roulais par terre. Dans les camps du sud de la France, Rivesaltes Rivesaltes, Ressébédou, les Milles, Gurs, Noé... je ne peux pas vous les énumérer tous, mais bien sûr. Ils allaient dans tous les camps. Papa y allait tout le temps et maman y allait souvent avec lui. Mais ça, vous le compreniez déjà à l'époque Je comprenais très bien, mais je ne le supportais pas. Ouais, je comprends, oui. Et je le comprenais très bien, j'entendais discuter les aumôniers, etc., mais que ma mère parte avec eux. Et puis, elle était, j'ai oublié de vous dire qu'elle a été raflée une fois à Marseille. Oui. Oui. Elle était arrêtée une première fois? Elle a été arrêtée une première fois à Marseille et elle a téléphoné. Ils avaient une phrase convenue, papa et maman. Si l'un d'eux était arrêté comme ça, elle a pu téléphoner et elle a dit je suis chez la tante Henriette, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait la tante Henriette qui existait bel et bien et qui était dans cette phrase. Et papa est parti, mais blême. J'ai jamais vu blanc comme ça. Et il l'a sorti de la maison. Comment qu'il a fait? Ah, je ne sais pas. J'en sais strictement rien. Je pensais bien qu'ils ne m'ont pas raconté. Évidemment, oui. Je n'ai jamais su, mais ils sont venus tous les deux. Je ne sais pas comment elle a fait pour téléphoner, ça, j'en sais rien. Je ne sais rien. Je sais qu'elle a été raflée, ça je sais. Et je vois papa partir. Et quand ils ont... Et je me souviens, c'est un petit souvenir ça, en face de notre maison, de l'autre côté du boulevard des Vagues. Où ça? En face à Marseille? Oui, à Marseille, à Bonneveine, en face du 65 boulevard des Vagues, c'était pas construit. Et un jour, il y a des Allemands qui sont venus construire quelque chose là, et moi, je ne sais pas comment ça se fait. Je sortais de la maison, j'allais souvent à l'épicerie, j'allais à l'école, enfin, on sortait de la maison. Et puis, je ne sais pas comment ça se fait, je me suis trouvée à côté de lui et il m'a donné un bonbon. Gentiment. Il avait l'air très content de voir une petite fille. Et puis, je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça. Mamie m'a arraché le bonbon, il est peut-être empoisonné. Voilà. Quand ils ont été arrêtés, vos parents, ils étaient ensemble ou chacun était... Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble à l'aumônerie et préparaient le déménagement pour Lyon. Mais ce que comme je vous dis, est-ce le milicien, fils de Boucher-Borin, ou est-ce Babski, comme l'on a accusé? Je me suis trouvée dans le métro une fois avec Joël tout petit dans mes bras. Ouais. Et en face de M. Babski. Je suis restée muette, j'étais complètement saisie, et j'avais Joël dans les bras. Il est descendu de station suivante, on s'est très bien reconnu. Ça faisait pas si longtemps qu'on ne s'était pas vu. Hein.
Et je l'ai très bien reconnu. Et j'ai tellement regretté ensuite de ne pas lui avoir parlé. J'ai tellement regretté de ne pas être descendue derrière lui, Mhm. quand ce ne serait que pour savoir, pour essayer de comprendre si vraiment il avait eu un rôle là-dedans. Moi, je l'aimais bien, je me souviens de papa avait toute confiance en lui. Et ce boucher était où, à Boucher Marseille? Lorrain, Oui. ils étaient dans la rue des Catons qui montait vers le boulevard des Vennes. Et leur fils est devenu milicien, et ça, je m'en souviens très bien. Je pense que les parents ne les ont plus vus à ce moment-là, je ne sais plus. Mhm. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de leur nom. Mais eux étaient de Marseille, c'était des gens de Oh, Marseille. je pense, sincèrement, je ne sais plus, c'était pas. Il n'y Oui. avait pas d'enfant. Ah, ils avaient une fille qui s'appelait Muriel, ça je me souviens, la femme était bien plus grande que nous. Mhm, c'est ça. Mais vous voyez, j'ai des souvenirs précis. Mais ça, je dois dire que j'ai jamais compris que. C'est pour ça que la famille accusait Babski, parce qu'il n'a pas été arrêté en même temps. Madame, comment est-ce qu'elle s'appelait la sœur du rabbin Libert, du grand rabbin Libert, elle était, Madame Lipschitz, elle n'a pas été, elle n'était plus là. Et puis, il me semble que mon père avait aussi un bureau, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'était pas avenue de la République à Marseille, il y avait quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi, parce que le travail de l'aumônerie se faisait vraiment à la maison. En fait, votre père a tourné pratiquement tout le temps pendant la guerre, dans le cadre de son travail pendant d'aumônier. les 2 ans et demi Jusqu'à son arrestation. de Marseille, même déjà à Vichy, même déjà quand nous étions à Vichy, il commençait à tourner dans les camps. Mhm. Et Marseille, pour tous ces camps de la zone sud, était plus pratique. Mhm. Il avait un laissez-passer, ça je sais. Il avait un laissez-passer. Délivré par qui, j'en sais rien. C'est ça. Il y a un truc qui lui permettait de circuler. Et il avait des contacts avec les gens de Limoges, de Périgueux, le rabbin Deutsch et... Mais bien sûr, je vous dis, ils étaient tous dans le jardin. Tout, bien sûr. Mhm. Et le rabbin Deutsch était à Limoges au moment où mamie et Francis y étaient. C'est ça, oui. Et je vous dis, Isaïe Schwartz, je ne sais plus où il était. Qui ça? Le grand rabbin de France, Ouais. Isaïe Schwartz. Je ne sais plus où il était réfugié. Il est resté en France pendant la guerre? Ah oui, je vous dis, il était à Vichy. On allait déjeuner chez lui tous les jeudis, Jocelyne et moi. Et il avait un fils, que j'ai revu d'ailleurs après la guerre. Jacques, Parfaitement. que j'ai connu. Oui. Il était papyrologue. Ah oui? Ouais, il décryptait les hiéroglyphes égyptiens. Ah oui, mais à l'époque, il était lycée. À l'époque, non, mais moi j'ai connu tardivement. Oui, je l'ai connu à Strasbourg. Il est à Strasbourg. Il était à Strasbourg, ouais. Il était ou il est toujours? Je crois qu'il est décédé, à mon avis. Ah bon, oui, c'est possible, il était plus avec nous, ça. Il est décédé, mais je l'ai connu un petit peu à Strasbourg quand j'ai fait mes études. Bien sûr. Maintenant, vous me posez toutes les questions que vous voulez, hein, parce que moi, j'ai fait ça pour avoir un... Comment dirais-je? Pour ne pas tout le temps vous emmener de... Oui, bien sûr. De vos souvenirs oui. de la communauté de Mulhouse. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de la synagogue Je me souviens très bien. Et puis, je me souviens, le meilleur ami de mon grand-père était René Veil. Je ne sais pas si vous avez connu ces Veils-là. Et René Veil, ensuite, était réfugié. Il était réfugié pas loin de Clermont-Ferrand. On est allé le voir, je me souviens, quand on était à Chamalières. Je me rappelle d'un Gaston Veil, mais René Veil. Non, René Veil, ça je suis certaine. Mais je ne peux pas vous en dire plus. Mais c'était... Ils étaient toujours fourrés ensemble, ils allaient au cercle ensemble. Au cercle? Ah oui, il y avait un cercle, parce que mon grand-père allait au cercle. Cercle de quoi? Mais je ne sais pas, c'était... Je ne sais pas du tout. Ça s'appelait le cercle, au cercle. D'accord. Je pense qu'ils se réunissaient en strami quelque part, je ne sais pas. D'accord.
Et de la synagogue, de... Ah, je me Wow, souviens très bien, ça me oui, rappelait très puisque bien. je vous ai dit où on était à la première galerie au fond. Au premier étage à Le gauche. premier étage, oui, tout à fait à gauche, avec maman, Jocelyne et moi, toujours bien chapeautés. Et qu'est-ce qu'on a eu comme Vous avez des surprise? photos de votre père encore comme rabbin à Mulhouse, dans la synagogue de Mulhouse? Non, j'ai une photo de la synagogue de Mulhouse, mais qui date d'après-guerre. Mhm. Mais j'ai pas de photo de mon père dans la synagogue de Mulhouse. Je vous dis, j'en ai dans la synagogue de Strasbourg, qui n'existe plus. Et quand, des Oui, c'est photos de ça, son ouais. installation. Mhm. Non, j'en ai pas. Ben, j'ai des photos de mon père quand il était rabbin de Mulhouse, ça c'est sûr. Mais de mon Mhm. père, qui avait un peu grossi, etc., etc. C'est ça. Non, mais ça, je peux pas les trimballer. Oui, non, non, évidemment, non. Il y en a qui sont Sous verre, sous verre. cadre, ouais, bien sûr, oui. Bon, ben voilà, je vous ai accaparé un petit bout de temps là. Ah non, pas du tout. Mais vous pouvez avoir des questions à me poser sur ce que moi je vous ai raconté. Euh, vous avez des souvenirs de, de, de l'intronisation à Strasbourg au mois Ah de oui, juillet? bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Donc ça c'était la synagogue du Quai Kléber. C'était la synagogue de Ouais. Kettleberg. Ah, c'était magnifique. C'était tous les rabbins d'Alsace étaient là. Ça, je me Évidemment, souviens oui. bien. Alors ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est que on vient de recevoir un message du petit-fils d'un soldat allemand qu'on essaye de retrouver maintenant, dont le grand-père, sans doute de la Gestapo, ou peut-être pas de la Gestapo, mais de l'armée allemande, Mhm. a participé à l'incendie de la synagogue. Et le petit-fils a une peinture que son grand-père a pris dans la synagogue de Strasbourg C'est pas vrai. et qu'il serait prêt à rendre. C'est pas vrai. Et on essaie à travers des mails d'essayer d'entrer en contact avec lui. Oui. Est-ce que c'est un vrai, un faux? Est-ce que D'où est venu le bruit? un message qui a été mis sur sur un site Ah bon? internet? Et alors, en lui répondant, Eh ben pour le moment, il répond pas. On a réussi à repérer son à le mail, localiser, mais on oui. n'arrive pas à avoir de réponse Contacter. pour le moment. C'est curieux ça. Ouais. Une peinture à l'huile qui aurait été dans la synagogue de Strasbourg. Bon, dans les salles adjacentes, je Bien suppose, sûr. quoi. Ouais. C'est intéressant Ouais. ça. Ça, c'est tout récent, là. Mais pour le moment, on n'arrive pas à joindre le personnage en question. Ça viendra peut-être. Puisque Si déjà il a écrit, c'est si que... déjà il a écrit, c'est qu'il est prêt à le faire. Ouais. C'est bien de sa part. Oui, s'il le fait. Ah oui, s'il le fait. Ouais. Non mais pourquoi aurait-il écrit C'est qu'il ça, était c'est prêt à le justement faire ça, ouais. Et Ouais. pourquoi ne le ferait-il pas? Ouais. Alors on va voir. On va voir s'il y a une suite ou pas. C'est extraordinaire, vraiment. Voilà, autrement... Bon, le reste, j'ai un petit peu parcouru les papiers que vous m'avez donnés, donc Il y a quand même beaucoup de documents. il y a Hein. beaucoup de documents, effectivement. Et ce qu'il faudrait à l'occasion, c'est éventuellement des photos. Et je serais Ça, intéressé oui. par d'autres Kadima pour voir effectivement Bien sûr. où... Mais ça, le plus simple, c'est quand vous viendrez en France. Si j'ai une fois en France, oui. Vous allez en France. Et vous savez bien que la prochaine fois que vous allez à Mulhouse, vous me prévenez. Pas de problème, ce sera fait. On peut faire un petit tour par Paris. En plus, je dois aller voir des gens à Paris aussi, donc, donc on peut lier Lier l'utile. le tout. Absolument. L'agréable. Voilà. Bon, Écoutez, je vais voir à propos de ce livre sur les profs de la fac de Strasbourg qui avaient été déportés.
Ah oui, mais il y a Marquelin sur Et je vais voir s'il y a... Là c'est un peu trop tard pour aller chez ma belle-mère. Ah non, bien sûr. Si je trouve un article concernant Marquelin et si éventuellement il parle de votre... Ah sûrement, parce que c'était un des... Au camp, c'était un des meilleurs amis de mon père. Ça c'est sûr. Qu'il n'ait pas voulu nous voir, ça Bon, le prouve. Ouais, ça c'est sûr que ça ne devait pas être évident pour ça. Mais il a dû y avoir un témoignage. Il a dû écrire un témoignage, il a dû écrire quelque chose. Parce que l'autre jour, en compulsant ce dossier, j'ai pas apporté tous les témoignages, mais il n'y avait pas de témoignage de Marquelin. J'étais très étonnée. Parce que ça me semblait évident qu'il y en avait un. Je vais voir, si je le retrouve, je vous tiens informé. Bien sûr, Okay. De toute façon, on reste en contact. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été si patient.